La vérité est que l'homme moderne, dans son imprudence, se conduit à la manière de l'apprenti sorcier, que dès aujourd'hui, nous devons nous convaincre qu'il est absolument nécessaire de freiner la destruction inconsidérée des plantes, des animaux et des sols, qu'il nous faut promouvoir à travers le monde un vaste mouvement pour la défense de la nature. C'était il y a 66 ans sur une des chaînes de la RTF. Déjà, en pleine période de 30 glorieuses, le journaliste mettait en garde, alertait sur l'importance de la préservation d'un bien ô combien précieux, notre nature, notre planète, notre biodiversité. Aujourd'hui, le sujet est devenu aussi sensible qu'incontournable et il cristallise les émotions, les tensions et les idéaux politiques. Car notre biodiversité n'est pas en danger, elle se meurt. Des centaines d'espèces animales ou végétales sont en train de disparaître sous nos yeux impuissants. En cause, une surexploitation des ressources, une destruction de nos forêts primaires, un taux de pollution délirant, des dérèglements climatiques qui s'intensifient. La crise du Covid-19 met de façon autoritaire la planète et ses dirigeants devant ses responsabilités et apporte la réponse que le monde attendait, changer de trajectoire en matière de biodiversité est possible. Bienvenue dans l'utilité publique, le podcast d'intérêt général au service de la transformation de la société. Un épisode réalisé à distance, dans le respect des gestes barrières. Et pour cet épisode consacré à la biodiversité, je reçois aujourd'hui Philippe Grandcola, directeur de recherche au CNRS et directeur de l'unité mixte de recherche du Muséum national d'histoire naturelle. Bonjour. Bonjour. Et Philippe Thiévan, directeur de CDC Biodiversité et docteur en écologie. Bonjour. Bonjour. Alors Philippe Grandcola, quel est le niveau de corrélation entre la crise sanitaire inédite que nous vivons avec le Covid-19 et notre gestion de la biodiversité selon vous ? C'est une corrélation directe et totale. Nous nous trouvons dans une situation aujourd'hui où nous sommes en fait affectés de manière globale, mondiale, par un virus recombiné qui est issu de virus qui se trouvaient dans des chauves-souris sauvages et dans des pangolins braconnés, quelque part aux confins du Vietnam et de la Chine. Donc on ne peut pas imaginer une situation qui soit plus liée à une biodiversité qui ne nous est pas familière, mais qui est une biodiversité tout court. Et malheureusement, dans l'un comme dans l'autre cas, en fait, ces espèces animales qui sont à l'origine, qui sont réservoirs de ces virus, ont été maltraitées de manière particulièrement déraisonnable. Et c'est ce qui aboutit aujourd'hui à la situation que nous connaissons. Une situation déjà qui avait été d'ailleurs prévue dès le début des années 2000, à la suite d'une première épidémie beaucoup plus limitée, celle du SRAS, qui était déjà apparue en Chine à la suite de recombinaisons virales entre un virus de chauve-souris et un virus de petits carnivores, une civette. À l'époque, des auteurs scientifiques avaient écrit en toutes lettres que la cohabitation de chauves-souris sauvages autour des habitations humaines et puis des marchés d'animaux dans lesquels on garde des animaux vivants pour la consommation ou la pharmacopée, était une bombe à retardement. Et bien cette bombe à retardement, en fait, aujourd'hui, a explosé. Et malheureusement, ce n'est ni la première, ni la dernière. Depuis 1940, on observe une augmentation, une multiplication par 10 du nombre de maladies émergentes de ce type dans le monde. Alors certaines d'entre elles ont été limitées, contingentées à telle ou telle région, ce qui a provoqué des dégâts très locaux et des dégâts humains malgré tout très graves, il faut le rappeler. Mais aujourd'hui, évidemment, on se trouve dans une situation pandémique et on risque d'en avoir d'autres dans le futur de ce type. Philippe Thiévan, est-ce que vous partagez l'intégralité de ce constat ? L'intégralité totale, absolument, c'est exactement ce que je pense. Et ce que j'ajouterais par rapport à ce que Philippe Grandcola a dit, qui est tout à fait exact, c'est que en même temps, cet épisode, je dirais, nous rappelle que nous ne sommes pas autonomes sur cette planète et que dès qu'on touche un des maillons de la chaîne, alors on en ressent les vibrations.
Alors il y a des vibrations qui sont ressenties de façon plus ou moins forte. Celle-ci est largement ressentie. Mais en tous les cas, ce qu'il faut noter, c'est que aucune n'est anonyme, quand bien même elle ne serait pas perçue ou pas perçue de façon aussi forte parce qu'elle touche l'homme peut-être de façon moins directe que celle-ci. Et dès lors qu'on interfère avec des écosystèmes naturels, ces dérivés, espèces, groupes taxonomiques diverses, alors effectivement, c'est à ce genre de conséquences qu'on peut s'attendre. Philippe Grandcola, est-ce qu'il y a d'autres raisons moins évidentes ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un souci également avec la manière dont nous nous procurons nos protéines animales. D'une manière générale, l'homme a toujours été un chasseur, un prédateur depuis les origines. Alors quand il s'est sédentarisé il y a quelques milliers d'années, il a élevé des animaux, mais finalement c'était juste garder quelque part auprès de lui ces ressources vivantes et de manière groupée, mais il n'y a jamais eu de stratégie sanitaire claire qui a été liée à cette prédation ou à cette prédation retardée auprès d'un stock en élevage. Et aujourd'hui, on se rend compte que la combinaison entre le fait d'aller chercher des animaux dans le milieu naturel et des animaux qu'on élève, en fait, pose problème. Alors, on peut se dire que c'est lié à une situation sanitaire précaire dans certains pays, avec des modes d'élevage relativement archaïques, mais il n'en est rien en réalité. Ce type de problème sanitaire arrive aussi bien dans des élevages locaux, dans la cour d'une ferme au fin fond de l'Afrique, de l'Amérique du Sud ou de l'Asie tropicale, mais elle arrive également dans des grands élevages industriels où on favorise éhontément l'antibiorésistance, y compris sur notre propre territoire métropolitain en France. Donc il y a vraiment un enjeu de compréhension sur la manière dont on doit traiter l'animal, y compris l'animal que l'on veut consommer. Et c'est un enjeu considérable qui a également des répercussions, pas seulement sur la santé humaine, mais en rétroaction aussi sur les écosystèmes, ce qui peut provoquer aussi des effets cascades. On le sait bien aujourd'hui, il y a une problématique pour la nourriture des bovins, par exemple en Europe, qui est liée au soja qui est cultivé dans des milieux qui sont en cours de déforestation, par exemple en Amérique du Sud. Et cette problématique provoque en cascade d'autres problèmes sanitaires localement. Et qui dit déforestation dit artificialisation des sols, un envahissement par un certain nombre de moustiques vecteurs du paludisme, etc., ou de la fièvre jaune. Donc les problèmes s'enchaînent. Philippe Thiévan, pourquoi est-ce qu'il y a une telle inertie de la communauté internationale sur ce sujet de la biodiversité ? Quels sont les enjeux économiques sous-jacents ? Oui, une grande inertie et un manque d'action coordonnée probablement. Et je pense que tout ça est probablement lié au fait que l'homme a déjà du mal à comprendre et croire à son lien de dépendance à la nature. Donc partant de là, il privilégie ce qu'il croit être ses intérêts et modèles de développement, et donc ses enjeux économiques anthropiques en quelque sorte, sans finalement se préoccuper des éléments fondamentaux dont ils dépendent. Je reviens vers vous, Philippe Grandcola. Les pays sont-ils dans une gestion purement économique et court-termiste ? Je pense notamment à la gestion de la forêt amazonienne. Oui, tout à fait. Le souci, c'est que ce court-termisme, en fait, se double d'une mondialisation. En réalité, nous sommes tous interdépendants. Il faut le rappeler, les transports aériens ont augmenté de 1000% ces dernières années. La production de protéines animales a doublé durant ces 10 dernières années. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'excès. On ne parle même pas là de l'essor de la société industrielle depuis plus d'un siècle. On parle simplement des 2 ou 3 dernières décennies. Et de fait, aujourd'hui, nos destins sont tous liés. Donc notre production de protéines en France est liée au destin de l'Amérique du Sud ou de l'Asie, et vice-versa dans une certaine mesure, puisque ces pays, bien sûr, dépendent de leurs exportations pour développer le modèle économique dans lequel ils se sont lancés. Donc on a vraiment une gestion, malheureusement, qui est court-termisme et qui est devenu systémique. Philippe Thiévan, la dégradation de la biodiversité, évidemment, elle est difficilement palpable, elle n'est pas immédiate, et pourtant, tous les gouvernements de cette planète sont dotés de ministres qui devraient tenir compte de cette disparition progressive. Comment est-ce que vous expliquez qu'on lui tourne le dos ?
Cette réaction, je ne la comprends pas, effectivement. Mais en préalable, je voulais juste peut-être insister encore sur ce que vient de dire Philippe Brancola, juste pour situer, pour donner un ordre de grandeur de l'impact de l'homme. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, la biomasse représentée par les bovins, ovins et les porcs, porcins, représente quand même 15 fois la biomasse de l'ensemble des mammifères sauvages, terrestres et marins. Et que finalement la biomasse de l'homme, elle représente 10 fois celle des mammifères sauvages. Donc on voit bien à quel point l'empreinte, si je puis dire, peut être importante. Alors effectivement, compte tenu de cela, c'est d'autant plus prégnant de ne pas se préoccuper de cette dégradation. Alors de là à dire qu'elle n'est pas palpable et pas immédiate, je pense qu'au contraire, elle est palpable. Car en fait, elle se mesure, et elle se mesure à l'échelle humaine. On a un certain nombre de phénomènes qui se manifestent à des échelles qui dépassent largement l'échelle humaine. Mais là, en l'occurrence, on a diverses publications, qu'il s'agisse de l'UICN, du WWF, de la LPO, et enfin d'organisations internationales ou nationales, qui le montrent. Donc je pense qu'on lui tourne le dos, parce que là encore, on ne croit pas à l'importance de ce qu'elle représente. Et je citerai Robert Barbeau, qui disait que la biodiversité était notre seule assurance vie. Et pourtant, on lui tourne le dos, alors qu'on sait aussi à quel point notre économie en est dépendante. Je citerai l'exemple des pollinisateurs, ou encore de la considération de l'agriculture, où on estime aujourd'hui que la biodiversité est impliquée dans plus de 60% de la production agricole. Donc, ne pas en tenir compte est quelque chose qu'on note, malheureusement, malgré les exemples qui nous incitent à agir autrement. Philippe Brancola, vous parlez souvent de rapport infantile à la nature. Finalement, vous confortez ce qui vient d'être dit à l'instant par Philippe Thiévent. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a un rapport à la nature qui est celui d'un enfant qui ne comprendrait pas pourquoi finalement ces moindres caprices ne sont pas immédiatement suivis des effets positifs qu'il recherche. Nous avons une vision très manichéenne dans laquelle tous les organismes qui nous posent problème doivent être supprimés immédiatement. Tous ceux que nous aimons, au contraire, de manière infantile, nous voulons les avoir toujours auprès de nous, quitte à nous poser de graves problèmes pour le futur. Donc on a une vision vraiment très très simpliste et on ne comprend pas que dans la nature il n'y a ni ange ni démon. Chaque espèce vivante et ses relations avec les autres espèces au sein des écosystèmes sont des espèces à la fois nécessaires et en même temps qui peuvent poser problème lorsque les équilibres sont rompus. Auquel cas nous devrions intervenir, comme dans le cas par exemple du Covid-19, et casser les circuits longs qui permettent à des virus recombinés de se disperser sur l'ensemble de la population humaine sur Terre. Alors si les Français ont du mal à appréhender les conséquences directes de la dégradation de la biodiversité, ils perçoivent en revanche clairement les atteintes à leur santé. C'est ce qui émane d'un sondage que Judith Saufer, directrice du département santé de l'Institut CSA, nous explique tout de suite. On l'écoute. Les Français font clairement le lien entre l'environnement et leur santé. En effet, 75% des Français sont convaincus de l'impact de l'environnement sur leur santé. Les facteurs les plus impactants qui sont identifiés sont la pollution de l'air, la pollution de l'eau et la pollution des sols. Un Français sur deux pense que la pollution de l'air est le facteur le plus impactant sur sa santé. 8 Français sur 10 ont déjà entendu parler des perturbateurs endocriniens et citent à 80% les pesticides. Et également déclarent avoir changé, par exemple, la manière de jardiner. Un Français sur 2 évite l'usage des désherbants et des insecticides. Donc il y a vraiment une prise de conscience sur cette préservation de l'environnement. Philippe Thiévent, que vous inspire le résultat de cette enquête ? Ce que ça m'inspire, c'est effectivement qu'on est bel et bien sur une vision court-termiste. La société, visiblement, a conscience de ce qu'elle voit.
Il faudrait qu'elle ait conscience aussi de ce qu'elle ne voit pas. Philippe Grandcola, est-ce que vous pensez que cette crise sanitaire mondiale va faire évoluer la perception des Français ? La perception, certainement, puisque tout un chacun constate aujourd'hui que vraiment une catastrophe de ce type-là a un impact terrifiant, malgré finalement sa relative simplicité, puisque je rappelle qu'il y a quand même d'autres épidémies dans le monde actuellement qui sont loin d'être terminées, comme celle du sida ou du paludisme, et qui ont tué des millions de personnes et qui continuent chaque année à tuer des milliers de personnes dans un silence quand même passablement assourdissant. Mais néanmoins, oui, je pense que ça va marquer les esprits. Après, est-ce que les préconisations que l'on peut faire vont avoir le même effet ? Ça, c'est une autre question et qui me semble tout aussi importante, bien sûr. Philippe Thiévan, est-ce qu'il y a des solutions qui permettraient finalement de concilier enfin économie et écologie ? Parce qu'elle est là, la solution. Oui, effectivement, elle est là. Parmi les solutions, il y a la nécessaire coordination, effectivement, conciliation, je dirais réconciliation entre économie et écologie. Je dis réconciliation de l'homme à la nature, en général, c'est une phrase que je cite souvent parce que nos ancêtres, sans remonter si loin que ça finalement, avaient pleinement confiance de leur dépendance aux ressources naturelles. D'ailleurs, leurs gestes quotidiens étaient souvent tournés autour de, je dirais, des réalités de la nature, que ce soit en termes de matériaux de construction, en termes d'alimentation. Le mot circuit court n'avait pas besoin d'exister parce que c'était quelque chose qui était d'une évidence absolue. Et donc c'était tout ça probablement dirigé par des questions d'économie. Mais là, c'est l'économie effectivement vertueuse qui pousse à optimiser un peu ses choix. Et une notion peut-être dont l'homme s'abstrait malheureusement, à mon sens en tous les cas, trop souvent, c'est l'humilité. Et on n'a pas la possibilité de s'affranchir de tout, et en tous les cas, pas sans coût pour la société, pas sans coût pour la nature. Donc c'est la raison pour laquelle nous, en tous les cas, prônons l'introduction de solutions fondées sur la nature, pour reprendre le terme consacré, qui s'inspirent pleinement du fonctionnement des mécanismes naturels, qui implique une part d'humilité de la part de l'homme, et en général qui montre des résultats extrêmement intéressants. Je ne citerai qu'un exemple en matière de génie écologique et de cours d'eau, par exemple. Si on compare le génie écologique et le génie civil en matière de gestion, voire de restauration de cours d'eau, ou de gestion de type inondation et autres, on s'aperçoit que les solutions fondées sur la nature, non seulement sont plus efficaces, sont moins coûteuses, d'une façon générale, je ne veux pas te faire de cas absolu, mais sont également plus durables et plus intégrées. Donc nous avons aujourd'hui, et il faut encore développer, un cortège de solutions qu'on pourra appeler de façon générique des solutions fondées sur la nature. Philippe Grandcola, comment faire évoluer les mentalités sur ce sujet ? Alors en fait, je pense que le gros souci qui peut arriver dans le futur, c'est que les mentalités, on le voit, elles évoluent naturellement via l'information, via l'éducation. Le gros souci, c'est la dissonance avec les préconisations. Tout un chacun peut avoir envie de changer la situation, mais si ça s'avère pénible ou si certaines préconisations font peur, je pense que l'élan est perdu. Et donc il faut vraiment que les sociétés aient un élan collectif dans lequel à la fois les individus, les associations, les secteurs professionnels, tous autant qu'ils sont les gouvernements, voient leur intérêt collectif aller dans le même sens, mais de manière positive, de manière joyeuse. On parle beaucoup de frugalité en ce moment, mais la frugalité doit rester joyeuse, elle ne doit pas être triste, elle ne doit pas être contraignante. Bien entendu, si la potion est amère, on aura très peu de gens qui accepteront de la consommer. Et en particulier sur la biodiversité, je pense que beaucoup de gens sont intéressés spontanément par la biodiversité, même s'il y a quelques phobies ici ou là. Et il faut aussi inclure dans cette empathie pas seulement l'amour pour les koalas ou les girafes ou les éléphants ou les beaux papillons, mais également un amour pour les équilibres naturels dont nous bénéficions en retour. Très concrètement, Philippe Thiévan, qu'est-ce que vous attendez de la sortie de cette crise sanitaire ? On parlait des électrochocs et d'effets révélateurs
on va dire, liées à cette crise. C'est un signal que nous envoie la nature, clairement. J'espère que c'est un signal qu'on saura exploiter utilement et directement, avec une vraie intégration et une vraie compréhension du lien direct de dépendance de l'homme envers la nature. Et ça, je crois que c'est la partie la plus importante. Le président de la République disait la situation d'après ne ressemblera pas à celle d'avant. J'attends beaucoup de cette phrase. J'ai une dernière question, Philippe Grandcola, en guise de conclusion. Vous parliez du concept de frugalité joyeuse, de frugalité heureuse. Comment capitaliser sur la slow life du confinement? Est-ce possible? Je pense que tout un chacun s'est rendu à cette possibilité par obligation, et on se rend compte finalement que, bien sûr, les conditions diffèrent selon les individus. Il est beaucoup plus facile de vivre heureux et dans une certaine frugalité quand on a un minimum de ressources et dans des conditions matérielles satisfaisantes, ce qui est malheureusement pas le cas de tout le monde, même dans un pays riche et industrialisé. Mais néanmoins, on se rend compte finalement quelque part qu'il y a des valeurs essentielles auxquelles on peut se raccrocher, et que la consommation à tout prix ou notre emprise sur l'environnement un peu délirante parfois, finalement, ne sont pas forcément une source de bonheur. Donc c'est peut-être en ce sens qu'on pourrait imaginer un tournant, de se rendre compte qu'il y a quelque part des valeurs essentielles auxquelles il faut vraiment adhérer. Cela dit, ça suppose vraiment maintenant aussi une éducation, une information à la biodiversité, à l'environnement, qui malheureusement fait défaut aujourd'hui dans notre société. Cette information, cette éducation est très perfectible dans notre système éducatif qui a été récemment amputé de son enseignement en sciences naturelles. Et malheureusement, je pense que ça, c'est une erreur stratégique grave dans un futur où la crise de la biodiversité, la crise du changement climatique vont prendre de plus en plus de place. C'est la fin de ce podcast. Merci à tous les deux pour cet échange à la fois riche et dense. Merci à vous de votre fidélité. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.